Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Une détresse vivant. Veuillez vous asseoir. Nous allons annoncer le thème pour lequel nous sommes ici. Nous avons dit que nous venons réfléchir sur quoi? Mes chers amis, l'enjeu principal aujourd'hui, l'enjeu politique aujourd'hui, chez nous, c'est la révision ou le changement de la Constitution. Révision ou changement de la Constitution. Depuis que le chef de l'État, notre président, comme vous le savez, il y a le débat partout. Ça fait couler beaucoup d'encre. Et c'est ça l'enjeu principal actuellement chez nous. La révision ou le changement de la Constitution. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Je ne suis pas là pour ça en tant que MC. Il y a des gens qui vont en parler. Il y a des gens qui vont nous dire la quintessence de la révision ou du changement de la Constitution. Est-il important de le faire? De réviser ou de changer la Constitution? C'est la première question. Est-il important? Je viens de le dire. Et puis, est-il opportun? Est-ce que c'est le moment? C'est le moment de changer ou de réviser la Constitution. Et aussi, il y a la troisième question qui s'ajoute. Qu'est-ce que la révision ou le changement de la Constitution va apporter au vécu quotidien de nos populations? Comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour décortiquer. Nous allons tous y réfléchir, mais nous avons les intervenants qui vont faire ce travail. Donc, je demande de se présenter. Moi, c'est Guigui Chamala. Je suis chargé des relations avec les forces politiques vives de la section Randec. Je suis l'un des intervenants. Je vais aborder la question sur la révision de la Constitution. Merci beaucoup, merci beaucoup. Prenez place. Le second. Dr Katumba, je suis simplement de la cellule de presse. Merci beaucoup. Dr Katumba, Fédération de presse du Sud, je suis chargé de l'organisation et l'implication. En même temps, j'aimerais rappeler à tout le monde qui est présent ici que j'ai longtemps milité avec le mouvement Congo Paradis, où je réunissais des gens de toute tendance pour faire face aux enjeux à l'époque, avant la prise de pouvoir de Félix Tshisekedi. Donc voilà. Merci beaucoup. Je m'appelle Pagna et je suis combattant de l'UDPS. Merci beaucoup. Je m'appelle Benjamin Ilunga. Je suis membre de l'UDPS section Randec. Merci, merci beaucoup. Sans beaucoup plus tarder, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes menacés par l'atmosphère et aussi par le temps. Donc sans tarder, nous allons passer au premier intervenant qui va nous faire une projection. Moi, je vais intervenir je vais parler sur la révision de la Constitution, mais compte tenu du temps, la présentation sera difficile, parce que si je fais la présentation, ça va prendre à peu près 40 minutes, parce que c'est un sujet que je travaille en détail, mais je vais essayer un peu de squeeze ça, pour réduire ça à quelques minutes. Oui, bon, normalement, notre objectif, c'est de comprendre pourquoi on veut la révision constitutionnelle ou le changement de la Constitution.
Mais pour parler de ça, je vais essayer un peu de toucher d'abord le point. Bon, moi, comme orateur, je dois parler de la révision constitutionnelle. Pour parler en détail de la révision constitutionnelle, je vais parler d'abord de ce qu'on appelle la hiérarchie de normes en droit. La hiérarchie de normes en droit, c'est ce qui fait que l'État fonctionne, et l'État fonctionne parce qu'il y a les normes supérieures et les normes inférieures. C'est quoi les normes? Les normes, ce ne sont que des lois, des règles juridiques de l'État. Mais maintenant, parmi les règles juridiques, il y a les règles supérieures, les règles, on peut dire, moyennes, et puis les règles inférieures. Dans ces trois types de règles, nous allons les séparer à 4 blocs. Il y a ce qu'on appelle les blocs constitutionnels ou les lois constitutionnelles. Quand on parle de blocs constitutionnels ou de lois constitutionnelles, ce sont des lois qui sont inscrites dans la Constitution. Les lois qui sont inscrites dans le document qu'on appelle la Constitution. Là, ça permet à ce que la Constitution soit constituée comme un document. Parce que la Constitution, c'est juste un document. C'est juste un pacte social entre le peuple et son État. Donc, c'est un pacte qui garantit la liberté, l'égalité des citoyens dans une communauté ou dans une société, et ça garantit aussi le fonctionnement des institutions ou des différents pouvoirs institutionnels dans un État. Mais maintenant, on ne peut pas réviser la Constitution de n'importe quelle manière. Il y a la procédure de la révision constitutionnelle. La Constitution, pour réviser cela, il y a des normes, il y a des principes qui sont établis, et la Constitution ne se révise pas par volonté extérieure. Ça se révise par sa volonté elle-même, parce que dans la Constitution, il y a toujours des articles ou des matières qui parlent ou qui prévoient la révision constitutionnelle. Nous verrons ça dans l'article 218, 219, 220. Là, on parle des gens. À 218, je crois, on parle des 4 initiateurs qui peuvent changer, qui peuvent initier la révision constitutionnelle. Il y a le président de la République, il y a le gouvernement, après les libérations au Conseil des ministres, il y a le Sénat et l'Assemblée nationale, la moitié du Sénat et l'Assemblée nationale, qui peut vouloir initier la révision de la Constitution, ou enfin une portion ou bien une faction du peuple congolais. Normalement, c'est 100 000 personnes par pétition. Il peut initier ça par pétition. Mais maintenant, pourquoi nous voulons que nous puissions aller à la révision? Là, je parle de la révision. Par rapport à ces 3 articles-là, si vous suivez très bien, vous lisez bien ce qu'a prévu l'article 219, la révision est pratiquement impossible. La révision, la Constitution prévoit qu'il ne peut avoir la révision que si nous sommes dans un état de siège, dans un état de guerre ou dans un état d'urgence. Et dans son 2e alinéa, il parle ne peut avoir lieu que si il y a l'intérim à la présidence, au niveau de la présidence, où le Parlement est dans l'incapacité de siéger en sécurité. Où le Parlement a l'incapacité de siéger en sécurité. Mais maintenant, en voyant tout ça, on se rend compte que quand on suit notre constitution, avec la réalité actuelle du pays, la guerre à l'Est, nous sommes dans l'état de siège, il y a des gouverneurs militaires, c'est pratiquement impossible de réviser la Constitution. Mais il y a techniquement, pour les gens qui ont fait les droits constitutionnels, ils peuvent comprendre. Les articles, les 3 articles-là, ils ont un grand problème que les gens ne comprennent pas, même des juristes politiciens. Je ne parle pas des juristes scientifiques, mais des juristes qui sont des politiciens, ils essaient de sauter ce point-là. La révision ne se fait pas seulement de tout un article. La révision, par rapport à la philosophie du droit constitutionnel, se fait de 2 manières. Ça se fait par rapport à la matière
qu'on a énumérées qu'on doit réviser. Et la révision se fait aussi par rapport à l'article. L'article elle-même, on peut ajouter d'autres matières ou bien on peut retrancher d'autres matières. Donc, la révision peut se faire d'une manière ou d'une autre par rapport à l'article. Mais par rapport aux matières qu'on a établies dans les articles, dans ces 3 articles-là, la révision est pratiquement impossible. Est pratiquement impossible. Mais maintenant, nous voulons changer les choses. La Constitution a été une constitution de consensus parce que ça vient des différents belligérants, tout ça avec les gens de 2014. Donc, on ne peut pas rester avec une constitution provisoire comme eux-mêmes appellent ça, comme le professeur Bouchard qui était l'un des rédacteurs appelle ça. On ne peut pas garder ça comme d'autres Kabamba appelle ça une constitution d'équilibre. On a fait ça pour en attendant pour amener la paix entre les différents belligérants. Ce qui est important, nous comprenons que les lois constitutionnelles sont plus importantes. Et maintenant, dans la hiérarchie des normes juridiques, après les lois constitutionnelles, il y a ce qu'on appelle les blocs conventionnels, les conventionnalités, dont les traités internationaux que nous signons. Pour signer un traité international, on doit se référer d'abord aux normes constitutionnelles d'un État. Est-ce que nous sommes autorisés de signer ce genre de traité par rapport à notre Constitution? Nous sommes autorisés à signer ce genre de traité par rapport à notre Constitution. Si nous ne sommes pas autorisés par rapport à la Constitution, on ne touche pas à ces conventions internationales, ou bien les traités internationaux. On ne signe pas. Parce que si notre Constitution regarde les textes de ces traités-là des organisations internationales ne correspondent pas à notre loi constitutionnelle, on est obligé de l'écarter. En dehors de ça, qu'on appelle bloc de conventionnalité, nous avons un troisième bloc qu'on appelle les blocs d'originalité ou d'originalité. Là, nous trouvons les lois ordinaires et nous trouvons les lois ordinaires. Les lois ordinaires, ce sont des lois qui sont constituées de manière organique. Comment on appelle ces lois-là organiques? Il y a les lois organiques, ce sont des codes. Quand on dit il y a les codes miniers, les codes de la famille, les codes d'investissement, ces lois-là émanent de la Constitution. Parce que dans la Constitution, vous pouvez trouver une section qui parle de ce lot-là, de ces cas-là, comme la nationalité. Mais dans le code de la famille, vous allez trouver la nationalité en détail. On donne la nationalité par appartenance, la nationalité d'origine, la nationalité par affiliation. On détaille ça. Et puis, on détaille ça de façon très claire. C'est pour cela, dans le principe des normes juridiques, on dit les normes inférieures doivent respecter les normes supérieures en les détaillant. Doit les respecter et en les détaillant. À la détaillant. Pourquoi la détailler? Une section de la Constitution doit être claire et bien éclairée dans les lois organiques qu'on appelle le code de la famille, les différents codes que nous avons dans chaque État. Après ça, nous avons ce que nous appelons les lois réglementaires ou bien les blocs réglementaires. Dans les blocs réglementaires, c'est là où nous voyons les décisions prises par les différentes institutions étatiques. Les arrêtés ministériels, les décrets, c'est là où se trouvent ces lois-là. Et pour que ces lois-là, qui sont inférieures aux lois constitutionnelles, soient conformes aux normes juridiques d'un État démocratique, il faut d'abord qu'on touche à la Constitution. C'est pour cela, dans notre pays, avec des différents dictateurs qui sont passés dans ces pays-là, avec les différents changements qu'on a fait dans nos lois-là, nous avons besoin d'abord, pour sauver toutes les lois organiques ou ordinaires, on doit toucher à la Constitution. Il faut réviser ou changer la Constitution. Et ça va permettre que les lois, les blocs conventionnels, les lois internationaux, qu'on touche à ça, ça va permettre les lois ordinaires, qu'on puisse changer ça aussi, et les lois réglementaires. C'est là où je vais parler de ce point
de la révision constitutionnelle. Parce que si je vais aller loin, c'était quelque chose que j'avais préparé vraiment en détail, de façon explicite, mais je ne peux pas parler de ça pendant 7 minutes. Je pense que je me limite là. Merci pour la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup.